Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Cherche Midi, présentent L'écrivain public de Dan Fesperman, interprété par François Cottrell. Prologue. De mauvais présages l'accueillaient. Une fumée noire s'élevait au-dessus des immeubles de Manhattan. Les foules silencieuses avaient les yeux rivés sur quelque invisible calamité à l'autre bout de la ville. On parlait à voix basse d'un ennemi déterminé et impitoyable. À l'évidence, un terrible événement venait de se produire. Mais quoi? Encore groggy après son long périple depuis le sud du pays, Woodrow Kane observait des visages inquiets à l'extérieur de Penn Station et tentait de trouver une réponse. Il était maintenant seul. Sa femme partie, sa fille abandonnée. Il avait renoncé à tout pour un nouveau départ, et voilà que New York le recevait dans une sorte d'hystérie collective. Sa valise en main, il s'adressa à un type coiffé d'un chapeau mou. « Que se passe-t-il »« Il se passe que le Normandie est en train de flamber, » répondit l'homme. « Au quai 88. »« Le Normandie ?» Le grand paquebot qu'ils veulent utiliser pour le transport des troupes. Il y en a qui disent que c'est un coup des Allemands. Il a chaviré et va couler d'un instant à l'autre. Il y a des milliers de personnes sur place, même le maire est là-bas. Fiorello La Guardia. Kane s'était renseigné sur les célébrités locales. Complètement trempé sous les lances à incendie avec son impair noir. Je l'ai entendu à la radio. Il se prend pour la tête de proue sur les bateaux-pompes. Il ferait mieux de se préparer à de nouvelles catastrophes, commenta un deuxième homme. Qu'est-ce qui les empêche de nous envoyer leurs bombardiers après ça? Ils vont nous réduire en miettes, comme les Japs à Pearl Harbor. D'autres hochèrent la tête. Le premier type n'était pas d'accord. Non, la mer, c'est par là qu'ils attaqueront, exactement comme aujourd'hui. Les dockers, les constructeurs navals, même ces putains de pêcheurs, il y en a déjà la moitié qui sont Fritz ou Rital. Et qui c'est leur héros, à votre avis, hein? Ça n'est que le début, vous verrez. Kane regarda le ciel. La fumée se propageait, une purée de poids noirs qui virait à l'est par-dessus le Hudson. Incrédule et mécontent, il fit la grimace. À peine 10 minutes qu'il était dans cette fichue ville, et sa nouvelle vie semblait comme la précédente, hantée par la mort et les trahisons. Instructif comme témoignage, n'est-ce pas? Je le tiens de quelqu'un d'autre, une personne digne de confiance, et je peux vous assurer qu'il est tout à fait exact. C'est comme si j'avais été là. 2 mois ont passé depuis cette journée, le 9 février de cette tumultueuse année 1942. J'aimerais pouvoir affirmer que les choses se sont entre-temps améliorées, mais au contraire, cette ville est le théâtre d'événements perturbants. Les sous-marins qui rôdent à l'entrée du port coulent des navires quand ça leur chante. En haut des immeubles, les occupants des beaux appartements, oui, j'en connais encore quelques-uns dans ma situation actuelle, qui ne s'est pas améliorée non plus, prétendent qu'on voit au loin des flammes briller la nuit à distance des côtes. Les relations plus nombreuses que j'entretiens dans les petits hôtels et les meublés me jurent que des chalutiers enregistrés au port ravitaillent secrètement ces tueurs de l'ombre. Si cela vous paraît douteux, alors que penser des 33 espions allemands qui viennent d'être condamnés à la prison par le tribunal fédéral de Brooklyn? S'il était aussi facile d'en boucler autant, combien d'autres alors se cachent-ils parmi nous et relaient des informations cruciales au moyen d'émetteurs à ondes courtes ou de messages à l'encre invisible? À Yorkville, notre Klein Deutschland de l'Upper East Side, il règne un silence lugubre dans les rues depuis la déclaration de guerre. Pourtant, l'été dernier encore, ses résidents remplissaient les salles de cinéma qui projetaient des films de propagande nazie. Ils étaient des milliers à défiler dans 86th Street, le Broadway allemand, en arborant chemises brunes et croix gammées, et à entonner le chant de Horst Wessel. Qui oubliera les Italiens d'East Harlem lorsqu'ils ont fêté l'invasion de l'Éthiopie en brandissant des drapeaux tricolores à chaque fenêtre et en scandant le nom de Mussolini? Le type au chapeau mou qui a promis un avenir si affreux à M. Kane est peut-être un alarmiste, mais il ne se trompait pas.
Les ressortissants ennemis sont légion aux États-Unis. Les 3/4 des 7,5 millions de personnes qui habitent New York sont des immigrés de première ou de deuxième génération. Moi y compris, dois-je ajouter, ainsi que pratiquement tous mes voisins, presque tous ceux et celles que j'ai connus ou rencontrés depuis que je suis arrivé dans cette ville à l'âge de 11 ans. En qui pouvons-nous donc avoir confiance? Quand inévitablement la situation s'aggrave, qui faut-il blâmer? Lorsqu'on est né dans un pays puis qu'on s'établit dans un second, et que ces deux-là deviennent ennemis mortels, comment affirmer honnêtement que nous jurons fidélité à l'un ou à l'autre? Ces questions-là ne cessent de nous hanter. Le jour, les New-Yorkais vaquent à leurs activités en masquant leurs appréhensions, car ils se demandent quand les horreurs de la guerre finiront par nous atteindre. Peu après le coucher du soleil, nous éteignons nos lampes pour nous protéger des raids aériens, même dans le quartier des théâtres à Broadway, où le seul éclairage provient des faibles ampoules disposées sous les marquises. Ce qu'on appelle occulter, afin que les silhouettes des navires marchands au large ne se détachent pas trop sur les lumières de la cité. J'ai parfois remarqué que les riches ignorent la plupart des restrictions de cet ordre. Il y a quelques semaines, des soldats ont commencé à camoufler des canons anti-aériens dans les parcs et le long des fleuves. L'un d'eux s'est déclenché par accident et un obus de 37 mm, tel une balle perdue, est parti détacher un bloc de pierre au 38e étage de l'Equitable Building, 3 km plus loin dans le quartier de la finance. Wall Street a encaissé le coup et s'est vite remise. Cela étant, quand les sirènes se mettent à hurler pendant les alertes anti-aériennes, la plupart des New-Yorkais, s'ils le font, ne se pressent pas de réagir. Surtout depuis que le printemps est là. Ils s'affairent et rigolent dans les rues jusqu'au signal de fin d'alerte, comme s'ils refusaient de croire que nous ne puissions vivre heureux comme avant. Moi, je pressens un désastre imminent. Quant à Woodrow Kane, on imagine son ahurissement. En des temps plus cléments, cette ville prend déjà un malin plaisir à accabler les nouveaux arrivants des provinces, ceux surtout qui font le voyage par nécessité. Kane a quitté sa bourgade de Horton, en Caroline du Nord, où il était inspecteur principal dans un petit commissariat de police, pour d'autres attributions ici. Depuis la fin de la semaine dernière, il travaille pour le NYPD, le New York City Police Department, qu'il a affecté comme inspecteur dans le 14e secteur du 3e district. Il travaille dans un vieux bâtiment de West 30th Street qui ressemble à un austère château, avec tourelle et tout le tout-im. Âgé de 34 ans, Kane est père d'une jeune fille, Olivia, qu'il a confiée à sa sœur et qui le rejoindra à la fin de l'année scolaire, s'il a trouvé un logement convenable. À ce qu'on m'a dit, il se serait démis de ses précédentes fonctions dans des circonstances douteuses. Cependant, si l'expérience m'a appris une chose, c'est que tout le monde a un passé, la question étant de savoir comment l'arranger un peu. On prétend que des relations bien placées l'auraient aidé à se faire engager ici. D'un autre côté, la police a dû confier un grand nombre de ses hommes à l'armée, et je suppose que cela a joué en sa faveur. Comme il y a pénurie de personnel, les nouveaux officiers, dont M. Kane, ont fait leur classe 2 fois plus vite que d'habitude, sinon ils seraient encore en formation. C'est apparemment le genre d'homme qui, par son comportement, vous pousse à garder vos distances. Quoique si vous faites un effort, il rira facilement avec vous et lâchera peut-être une confidence ou deux. Un cœur tendre sous une carapace, si vous voulez. À moins qu'il ne s'agisse d'un de ces types impassibles dont le cœur reste hors d'atteinte, la première carapace étant doublée d'une seconde impénétrable. Je dis cela car, au premier abord, j'ai perçu de sombres profondeurs et une tendance à prendre des risques inconsidérés. Quelque chose dans le regard, je crois. À bien des égards, M. Kane est un tissu de contradictions. Un homme cultivé, détenteur d'un diplôme de lettres d'une université d'État respectée, peut-être pas ce qu'on attendrait d'un policier, mais la crise de 1929 a poussé quantité de jeunes gens prometteurs à se tourner vers des professions qu'ils auraient dédaignées auparavant.
Les livres et leur lumière ne l'ont pas empêché de tuer un homme de sang-froid, paraît-il. Caïn est un sudiste de toujours, qu'on imagine débordant d'affection pour son lieu de naissance. Pourtant, il en parle sans plaisir à qui l'interroge à ce propos. Il est en bonne santé, mais boite quelquefois, et des rumeurs circulent quant à ses lointaines origines. Jusque-là, je ne vous ai rien dit qui provienne de confidences particulières. Mais si je n'en savais pas un minimum à son sujet, je ne serais pas porté à considérer son cas. Et dans le cadre de mes activités quotidiennes, j'ai eu vent d'éléments troublants qui m'ont fait craindre pour sa sécurité.